Réaxo, je viens très souvent pour parler d'anesthésie-réanimation obstétricale. Donc aujourd'hui, il y a pas d'anesthésie-réanimation obstétricale cette année, il y en aura l'année prochaine, je vous donne déjà rendez-vous. Mais je vais vous parler de RPP auxquels j'ai participé et effectivement qui ont été coordonnés par Alexandre Tessens, sur le côté anesthésie qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et que je remplace donc et à qui je dois quelques-unes de ses diapos. Donc peut-être déjà, je n'ai pas de lien d'intérêt, en lien avec cette présentation. Peut-être pour introduire le sujet, on commence toujours par le rationnel. Alors pour le rationnel, j'ai choisi de vous présenter une étude assez modeste qui a été réalisée après la publication des RPP par, l'équipe, du CAMR, en particulier Régis Fusier et auquel j'ai participé également et vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, participé. On demandait aux anesthésistes, dans les blocs opératoires, sur une journée de leur choix, de noter toutes les erreurs qu'ils voyaient se réaliser dans leur salle ou en salle de réveil. Donc il y a eu 166 participants, ça vient d'être publié dans Anesthésie Réanimation, 63 erreurs rapportées et on peut voir d'emblée que finalement la grande part de ces erreurs rapportées sont en lien avec des erreurs médicamenteuses avec le médicament. On retrouve le détail de ces erreurs et quand même sur une journée, peu de participants. En France, c'est 25 000 anesthésies générales par jour. Donc vous voyez, 163 participants, on est vraiment peu représentatif. Néanmoins, on rapporte 4 cas en lien avec le médicament ayant mis en jeu le pronostic vital. Donc je pense qu'on a encore un problème sur ce sujet. Je les ai rapportés rapidement parce que c'est toujours intéressant de savoir, ou on a envie de savoir ce qui s'était passé, donc c'est dans les annexes, dans les feuillets supplémentaires. Le cas numéro 1, c'était une, erreur de préparation au moment d'injecter de la dexaméthasone, confusion avec l'adrénaline, une classique, mais qui laisse des traces en général. Le cas numéro 2, 2 pouces seringues avec 2 concentrations différentes de noradrénaline puisqu'on était sur un patient qui était probablement un petit peu choqué et au moment de l'induction, une hypotension, on se trompe de pouce seringue et bien sûr le patient fait un pic tensionnel. Ça tombait mal, il était opéré pour un anévrisme qui bien sûr s'est rompu et a conduit au choc hémorragique. Cas numéro 3, banal, de la chirurgie, une patiente ASA1, une patiente qui arrive en salle de réveil pour laquelle on demande régulièrement de mettre 1 gramme de paracétamol et 2 ampoules de Spasfon. Ils ne sont pas passés encore en péros, c'est peut-être, ça qui va nous sauver. Et la patiente fait derrière ce qui est d'abord, diagnostiqué comme un malaise vagal et qui s'avérera en réalité être quelque chose d'un petit peu plus compliqué sur le plan cardiologique. En effet, il est fort probable que cette patiente ait reçu de la noradrénaline au lieu d'avoir reçu du Spasfon. Dernier cas, un petit peu toujours, avec la même molécule, qui nous montre aussi qu'on manipule des produits qui sont très dangereux au quotidien et qu'on oublie parce qu'on les manipule souvent, qu'ils sont dangereux. Une patiente, après une PTG, qui doit recevoir avant une PTG, qui doit recevoir un petit pochon avec un mélange acide tranexamique, céphazoline et dexmétomédine et qui effectivement de même, enchaîne, bradycardie, hypertension et très probablement a reçu de la noradrénaline au lieu de l'un de ces 3 produits. Donc, on est tous convaincus qu'on continue à avoir des problèmes d'erreurs médicamenteuses dans nos blocs opératoires. C'est d'ailleurs ce que relève l'HAS. Le dernier rapport, le plus récent, 2025, rapporte en troisième cause d'événements indésirables graves en lien avec les soins qui sont donc remontés par nous-mêmes, par notre communauté et on sait qu'on sous-déclare les erreurs en lien avec le médicament. Un taux qui est stable dans le temps, 2024, puisque c'est un rapport 2025 sur les événements 2024, se situe ici et ça c'est toute la cohorte depuis 2017. Il faut dire que quand on analyse un petit peu, on se rend compte qu'il y a un vrai challenge pour nous. Je commence par le côté droit de la diapo. C'est l'APSF, je vous en parle après, c'est une fondation américaine qui est très en lien avec la sécurité du patient. L'a mis finalement en graphique il y a très peu de temps, puisque c'est sorti en octobre, où on voit qu'entre le moment où on va prescrire un médicament et le moment où on va l'administrer, dans la chaîne classique de soins, à l'hôpital, il se passe un temps donné avec plein de personnes qui interviennent et qui peuvent double-checker qu'il n'y a pas eu d'erreur au moment de la prescription ou jusqu'à l'administration. En anesthésie, quand on est au bloc opératoire, il se passe quelques minutes et c'est la même personne qui fait à la fois la prescription, la préparation et qui administre très fréquemment. Donc on voit qu'effectivement on se retrouve dans une zone à risque. C'est vrai que si tant est qui plus est, qu'en plus on est sur des médicaments à marge thérapeutique étroite, avec une population
qui peut être à risque, un contexte d'urgence et aussi beaucoup dans nos blocs, des petits conditionnements. Donc effectivement, c'est ce qui avait conduit la NSM dès 2015 à rentrer dans les Never Event, tout ce qui va être médicaments utilisés en anesthésie réanimation, avec finalement des recommandations qui n'ont pas tellement évolué depuis, mais qu'on va revisiter ensemble. Donc cet RPP a été co-organisé avec la SFAR et la Société française de pharmacie clinique. Ça a été un travail des questions en binôme, à chaque fois un expert de chaque spécialité. Au départ, on est parti sur une méthode grade, hein. Vous connaissez la méthode grade, on pose la question au format PICO, on fait des tableaux de grade pour aller mesurer la qualité de la preuve. En fonction de la qualité de la preuve, on définit la recommandation, un niveau grade, et puis ensuite la force en fonction des accords des experts. On n'a pas pu en arriver jusque-là, parce qu'effectivement, dans ces études, il y avait une faible qualité méthodologique, hein, en particulier le critère de jugement principal qui était soit survenu d'une erreur médicamenteuse, soit survenu d'un événement indésirable grave, était très peu retrouvé, en tout cas sur des méthodologies robustes. Donc il a été décidé de les transformer en RPP. C'est pour ça que vous allez voir essentiellement noté les experts recommandent, puisque c'est la formulation des RPP. Ce champ de recommandation, ah oui, si je m'entends toujours, pardon, excusez-moi, a balayé 4 champs, donc l'environnement de travail et les processus, les facteurs humains et organisationnels, la gestion des risques a posteriori et la problématique des pénuries médicamenteuses qu'il a été important d'aborder, puisque c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans nos pratiques. On va passer le plus de temps sur l'environnement de travail et les processus avec une première recommandation, je ne vais pas toutes les passer, mais qui était en lien avec les soins critiques et seulement les soins critiques. C'est-à-dire que cette recommandation n'a été retenue que pour les soins critiques, mais elle est importante puisqu'elle elle concerne l'utilisation d'un logiciel de prescription informatisé. En effet, on sait à quel point les molécules qui sont utilisées, soit rarement, soit avec des conditionnements particuliers, des mélanges nécessaires et des administrations, je dirais, minutées, nécessitent une grande précaution dans la prescription. Donc les LAP, ce qu'on appelle les logiciels d'aide à la prescription, si tant est qu'ils soient paramétrés avec l'aide des soignants et en fonction des spécificités du service, hein, on a des réa nouveau-nés et des réa adultes, sont des éléments facilitateurs pour la prise en charge en soins critiques. Quelques exemples pour les antibiotiques également, où on peut retrouver, vous ne le voyez peut-être pas, mais écrit en rouge, les protocoles usuels qu'on va adapter ensuite à son patient, une facilité en particulier sur les solvants. Voilà, une étude qui a essayé de comparer la mise en place de ces LAP dans le même hôpital, 2 services, un équipé, l'autre pas équipé, sur la survenue d'erreurs médicamenteuses. Et effectivement, le service qui était passé au LAP a vu son nombre d'erreurs bien diminuer, en particulier sur les erreurs de dose, contrairement au service qui était resté sur des prescriptions papier. Donc je ne sais pas parmi vous si dans vos soins critiques, vous êtes tous passés aux prescriptions informatisées? Oui? Non? Peut-être non, levez la main? Ah oui, oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même très, très répandu, ou alors peut-être il y a peu de gens qui travaillent en soins critiques, je ne sais pas, il y a peut-être un biais. Autre socle, autre base, l'étiquetage des seringues, des voies et des poches. On oublie souvent les 2 dernières derrière la virgule. Donc bien sûr recommandé par les experts. Une codification internationale parue dès 2004 avec des propositions que vous connaissez, à la fois d'encadrer et à la fois de couleur, relayée par la NSM qui a publié des spécifications en 2021 qui ont été mises à jour en 2022 avec, vous savez, les caractères d'accroche pour les médicaments à risque qui permettent d'avoir à la fois et de la couleur et des initiales un petit peu dominantes. Et je le rappelle également, une recommandation sur les étiquettes de poche, en particulier sur les mélanges d'anesthésiques locaux. Je ne sais pas comment ça se passe, c'est quelque chose que je connais bien dans ma pratique, où effectivement, on bricole plus qu'on utilise ce type de poche. Message aux personnes de Nîmes qui sont dans la salle et qui pourront arranger ça rapidement. On continue dans nos organisations.
Dans nos organisations, effectivement, c'est des choses qui paraissent basiques, mais qu'on oublie souvent de faire au quotidien, finalement. Limiter au strict nécessaire le nombre de médicaments, qui soient disponibles et éviter tant qu'on le peut les similitudes de forme, de couleur ou de dénomination. Donc bien sûr, ça s'applique à l'échelle d'un chariot, hein. On a toujours énormément de médicaments, on a beaucoup de mal à séparer de médicaments dans nos chariots d'anesthésie et ça s'applique aussi au plateau qui n'a pas fait, les seringues prêtes, avec toujours la même classique, le Sufinta, le Propofol et le Curare. Et puis on fait du Rémifinta. Et puis comme il reste le Sufinta dans le plateau, on a oublié qu'on avait mis en route le Rémifinta, on administre aussi le Sufinta. Enfin, j'imagine que ça vous est arrivé aussi. Moi, ça m'est arrivé. Donc le briefing avec l'IAD, l'interne, au moment de faire l'induction, où on dit on a besoin de ces médicaments-là pour ce patient et le reste, ça retourne à la réserve si tant est qu'on soit autorisé à avoir des réserves de médicaments prêts dans nos blocs. Les look-alike, ça c'est vrai que les petits contenants ont tendance beaucoup à se ressembler. Ça nécessite effectivement une vigilance conjointe avec la pharmacie qui peut être aidante sur ce type de problématique. Je vous parlais tout à l'heure de la fondation de la PSF, une fondation américaine qui depuis 40 ans, je crois, œuvre pour la sécurité des patients en bloc opératoire, a en permanence une vigilance sur les look-alike et c'est pas un concours, mais enfin chacun rapporte ce qu'il a vu dans son bloc et qui lui paraît être dangereux. Donc on peut retrouver effectivement, là c'est du Carboprost, c'est une PGF2 qu'on administre en cas d'hémorragie de la délivrance qui a été retrouvée avec la bupivacaïne parce qu'elle se ressemble beaucoup. Ici, vous avez le chlorure de sodium injectable avec celui qui sert à l'irrigation, qui n'est pas du tout prévu pour être injecté. Et enfin, l'idocaïne et ocytocine, où franchement, on a du mal à retrouver l'un avec l'autre. Donc voilà, donc effectivement, ça demande une vigilance quotidienne. Ce qui peut peut-être nous aider et qui est recommandé par les experts également, c'est les seringues pré-remplies. Ça pourrait réduire les erreurs de substitution d'ampoules de flacons. Ça peut peut-être également diminuer le risque d'échange de seringues, en particulier quand on est en contexte d'urgence. Et finalement, les premières études médico-économiques sont plutôt favorables. Des niveaux de preuve qui sont, je vous le rappelle, on est sur les experts proposent. Et les experts proposent, alors dans les solutions un petit peu innovantes, le système de code barre. Alors c'est une proposition difficile à déployer, vous le savez tous, parce qu'à la fois c'est coûteux et que la plupart de nos contenants au bloc opératoire n'ont pas de code barre, hein, toutes nos petites ampoules, voire même nos seringues pré-remplies n'ont pas obligatoirement de code barre. Ça peut se décliner sur le médicament à préparer et l'étiquette sort automatiquement, mais aussi comme c'est indiqué ici, le système de code barre qui lie la seringue que vous allez administrer au patient et qui dit à haute voix quel médicament vous allez lui administrer. Donc, c'est des choses qui sont actuellement à l'étude. Je pense qu'il y a peu ou pas de personnes qui ont actuellement déployé les codes barres ou alors peut-être pour faire les étiquettes dans leurs différents établissements. Mais en tout cas, voilà, l'avantage aussi des recommandations, c'est d'essayer de pousser à avancer les projets avec son établissement. Donc, si vous voulez vous en emparer, vous pouvez retrouver c'est la question 1.10. La connectique. Alors ça, c'est le grand sujet, mais le grand sujet depuis quand même maintenant quelques années, hein, le fameux NRFIT, puisque la norme NRFIT est sortie en 2018. L'idée du NRFIT, c'est d'avoir un système anti-luaire, d'avoir quelque chose où on ne puisse pas brancher une poche qui est prévue pour aller sur tout ce qui est neuraxial avec de l'intraveineux, hein. Vous savez, en Angleterre, il y a eu effectivement plusieurs cas rapportés effectivement de décès, voire sinon de morbidité de patientes qui avaient reçu leurs anesthésiques locaux prévus pour être en péridurale analgésique en intraveineux direct. Donc c'est vrai que c'est une demande de longue date d'avoir une sorte de détrompeur. Donc ça ressemble à ça, hein, à la fois sur effectivement toutes les seringues. Donc ça demande de changer en bloc son chariot d'anesthésie loco-régionale et ses aiguilles. La conversion sur le NRFIT est vraiment en cours en France. Je pense que presque la moitié des maternités sont passées en NRFIT. Donc c'est quelque chose que vous allez voir arriver si vous n'y êtes pas arrivé. Bien réfléchir à son chariot idéal, hein, qu'on puisse faire des périrachis à la fois chez la patiente standard, chez la patiente obèse, qu'on puisse faire un blood patch, qui est souvent l'élément un petit peu bloquant, puisqu'on va faire tout ce qui est complètement anachronique, c'est-à-dire prélever en intraveineux pour aller injecter en neuraxial. J'accélère un petit peu parce que je sens que je dépasse un peu mon temps. Attention quand même, gros point de vigilance, NRFIT, c'est un des morceaux du puzzle de la sécurité. Pensez pas que parce que vous êtes passé en NRFIT, vous êtes protégé de tout. Je le passe vite, mais l'histoire, un des cas exemplaires, il y en a eu plusieurs malheureusement, la césarienne, on récupère la bupivacaïne non stérile. Donc avec un système NRFIT tout jaune, vous pouvez tout à fait
piocher dans une seringue qu'on vous tend. La patiente, il n'y a pas de bloc moteur qui s'installe, il n'y a pas de bloc sensitif, mais elle convulse et elle s'arrête. Au final, vous le connaissez probablement, mais c'était les cas d'acide tranexamique injecté en lieu et place de la bupivacaïne en intratécale chez les patientes aux États-Unis. 6 décès. Hein, donc, NRFIT ou pas NRFIT, cette erreur-là peut encore arriver. Les facteurs humains et organisationnels, un petit peu plus rapidement, je pense que le premier sujet, on est tous sensibilisés, mais on n'y arrive pas. C'est la problématique des interruptions de tâches. Lutter contre les interruptions de tâches dans nos blocs respectifs. Essayer de restreindre les communications non essentielles. Vous savez, cette règle du cockpit stérile au moment des éléments hyper importants que sont la préparation des médicaments, la vérification de l'identité du patient et du côté à opérer, l'induction de l'anesthésie et la checklist juste avant l'incision. Et ce qui est étonnant, c'est que ces interruptions de tâches, elles sont causées majoritairement par des professionnels de santé. On les fait entre nous, les interruptions de tâches. Hein. Un peu favorisées par le manque d'ergonomie de l'environnement de travail, hein, puisque les bruits, ça va être les conversations, mais ça va être aussi les mouvements entrées-sorties, les moniteurs, la musique, les téléphones, les activités liées aux soins du patient qui n'a pas eu les ouvertures de boîte au moment où on fait l'induction, là, avec ces bruits répétitifs, des on y arrive, mais on met du temps avant d'arriver à changer les habitudes. Donc, effectivement, c'est environ 10 interruptions de tâches par heure. Et dans 70% des cas, quand vous avez subi une interruption de tâche, vous devenez multitâche, c'est-à-dire que vous faites le truc qu'on vous a demandé en plus de ce que vous étiez en train de faire. Et bien que ce soit, paraît-il, une force, le multitâche en anesthésie, c'est pas bien. Depuis 2020, la HAS fait une campagne effectivement en lien avec la SFAR et le CEFAR sur les problématiques de ces interruptions de tâches, guide méthodologique, outils d'audit, affiches de sensibilisation. Vous retrouverez tout sur le site de la HAS. En facteur humain, une autre recommandation qui est assez intéressante, c'est effectivement, ça nous paraît être une évidence, lecture attentive, double lecture, concordance des différents médicaments qu'on utilise. Je vous ai mis en dessous le texte très connu pour ce qu'on appelle l'effet Cambridge ou l'effet contexte, c'est-à-dire que finalement, on arrive toujours à lire ce qu'on a envie de lire. Et quand on dit « mais t'as pas lu l'étiquette », mais si, je l'ai lu et j'ai vraiment cru lire ça. Donc effectivement, on peut tous être piégés et je pense que comme tout biais cognitif, le fait de savoir qu'ils existent, c'est déjà la première façon de lutter. Enfin, bien sûr, dans les organisations, comment ne pas parler de la simulation? Alors ici, sur cette plaque qui est d'Alexandre, plein de choses très innovantes qu'on a vu se développer, les chariots piégés, les chambres des erreurs, de la simulation haute fidélité. Mais il y a aussi des choses un petit peu toutes simples qu'on peut tous faire. On va voir les prochains internes là qui vont arriver début novembre. C'est-à-dire qu'au moment où on fait les simulations procédurales, typiquement comment je fais pour mettre une péridurale, mettre en avant l'intérêt des routines. Le fait, en termes d'organisation, de choisir ses contenants, pas du tout les mêmes pour l'eau et pour l'anesthésique locale. Jamais avoir 2 seringues de même taille sur son plateau d'ALR. Le 10, c'est pour la locale, le 5, c'est pour la bupie intratécale. Comment j'organise mon plateau même d'anesthésie intraveineuse. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut penser et qu'il faut fixer dans le marbre. Peut-être qu'il ne va pas faire comme moi, mais il va y avoir réfléchi et il doit garder sa routine parce qu'à 2 heures du matin, j'ai déjà mis de la bétadine dans une seringue. Donc, il faut vraiment avoir des routines qui fait qu'on fait toujours la même chose. La vérification, c'est aussi là qu'on s'entraîne à avoir une double lecture quand on va simuler la péridurale avant d'aller la poser sur la patiente. La concordance, ok, tu m'as dit que tu avais mis 10 mg de bupi, 2,5 de SUF, 0,1 de morphine. Tu dois avoir combien dans ta seringue? Vérifie. Voilà, la concordance, des trucs tout bêtes. L'étiquetage, les prises de bonnes habitudes d'étiquetage des différentes tubulures et poches. Et puis, d'attitude sécuritaire. Tu as le doute, tu jettes. Pas grave, on peut se permettre. Un dernier mot sur l'intégration des équipes pharmaceutiques, des pharmaciens cliniciens, à la fois en anesthésie, à la fois en soins critiques. En anesthésie, on connaît tous ce bénéfice à travailler avec eux pour la conciliation médicamenteuse, pour la prise en charge du patient en périopératoire. C'est un atout indéniable. En soins critiques, ils ont commencé à mettre en évidence un avantage économique à intégrer les pharmaciens cliniciens au sein des unités de soins critiques. Ils ont d'ailleurs créé un groupe de travail dans leur société propre sur les soins critiques pour partager des expériences et des outils cliniques innovants.
Gestion du risque, une diapo pour vous dire qu'on sait, on ne déclare pas assez, qu'il faut le faire, qu'il faut qu'on fasse un effort sur la déclaration des erreurs médicamenteuses, qu'il faut qu'on fasse des RMM, des remèdes, des CREX. Ça permet de continuer à déployer cette culture de la sécurité et que je suis sûre que quand on va repartir tous du Réaxo demain, on sera décidé à le faire. J'espère qu'on le fera. Les pénuries demandent aussi une attention particulière. Il y avait eu un premier travail avant l'ère du Covid entre la SFAR et le CAMR sur la criticité des médicaments d'anesthésie-réanimation. Je ne vais pas détailler cette diapo, mais croyez-moi, le nombre d'erreurs médicamenteuses croît avec l'augmentation des pénuries en médicaments. Et donc, il y a un vrai travail conjoint à faire en équipe multidisciplinaire avec la pharmacie pour anticiper et savoir communiquer autour de ces problématiques-là. Je terminerai. La prévention des erreurs médicamenteuses, c'est ce que les Américains appellent les safety bundles, le fait de faire un ensemble de mesures. On ne peut pas en prendre une et dire avec ça, je suis sauvé. Donc la règle des 5 B reste le socle. L'étiquetage, on en a parlé, mais ça concerne aussi les pochons, ça concerne aussi les lignes. L'informatisation avec des protocoles dans les logiciels, ça évite les erreurs, surtout si c'est nous qui avons participé à la rédaction de ces protocoles. Les nouvelles technologies, les bases intelligentes, les codes barres, je vous le souhaite, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Par contre, le NRFIT, on est tous en train d'y passer. Attention, NRFIT ne veut pas dire qu'on est sauvé de tout. La lutte contre les interruptions de tâches, ça, c'est notre challenge collectif. La place des pharmaciens cliniciens dans les équipes, la formation, le retour d'expérience. Et il me reste à vous remercier pour votre attention, à vous dire que le Carreau a publié récemment un petit complément sur la prévention des erreurs d'injection médicamenteuse en maternité. Il y a eu 2 cas de désinfectants de chlorhexidine non colorés administrés en péridurale. Vous savez que c'est absolument dramatique comme conséquence. Dans les blocs, on n'a plus trop de chlorhexidine pas colorée, mais il existe encore dans les services des petites carpules là, qui ressemblent en plus au sérum salé de chlorhexidine, et ça, c'est vraiment à bannir. Et bien sûr, vous invitez au prochain Carreau qui aura lieu à Strasbourg les 4 et 5 juin 2026. Merci.